dans le discours politique, médiatique, et puis même pour la plupart des habitants d'un pays, il y a deux expressions dorénavant très très fréquentes. C'est celle de vivre ensemble, comme une sorte de revendication. Il faut vivre ensemble, sinon on ne fait pas société. Et évidemment, on peut vivre ensemble. L'expression de ce vivre ensemble serait la multiplication des liens sociaux. Alors, moi, je n'aime pas trop ces deux expressions-là que j'évite d'utiliser, parce que la philosophie nous donne d'autres expressions beaucoup plus riches, me semble-t-il, mais j'essaie de les comprendre comme étant des symptômes d'un manque. Vraisemblablement, on réclame du vivre ensemble parce qu'on veut lutter contre un éparpillement qui favoriserait un individualisme forcené qui serait du domaine du chacun pour soi. Et de l'autre côté, on se dit, je peux vivre dans une forme d'autisme, c'est-à-dire tout seul, branché évidemment sur plein de réseaux, mais dans un isolement total, sans aucun lien. Alors, philosophiquement, c'est intéressant parce que le verbe habiter, habiter la terre, habiter son existence, ça veut tout simplement dire être présent au monde et à autrui. Dans cette formulation-là, vous avez nécessairement les liens et vous avez nécessairement quelque chose qui relèverait non pas d'un ensemble, mais d'ensemble, ce qui est déjà un petit peu différent. Et je crois que ces deux expressions connaissent le succès qu'elles ont à cause de deux choses. La première, c'est la montée du terrorisme, et donc ces effroyables assassinats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, qui évidemment ont produit cette idée d'une carence. Voilà, on peut nous tuer n'importe comment parce qu'on n'est plus capable de faire ensemble. Et l'autre élément du lien social, c'est la montée incroyable, l'extension du domaine du numérique, comme on pourrait dire, c'est-à-dire l'incroyable richesse de tous ces réseaux sociaux. Alors, philosophiquement, évidemment, il faut poser la question autrement. Il faut savoir si une manifestation de rue, aller sur la place Tahrir au Caire, ou aller avec les indignés de Barcelone ou de Madrid, c'est faire ensemble. Et puis, est-ce que dès que je crée une AMAP, dès que je crée une coopérative d'habitat partagé, dès que j'organise un garage coopératif, etc., est-ce que je crée du lien? Alors la question, d'un point de vue philosophique, quand je dis être présent au monde et à autrui, ça veut dire être avec, tout en étant parmi. Or, dans notre société, on divise les deux. C'est-à-dire que je peux être avec les gens qui militent et qui contestent sur la place Taksim à Istanbul, mais je ne suis pas parmi, parce que je suis à 3000 km de là. Et donc, à un moment donné, j'ai besoin moi-même d'être parmi, donc je vais place de la République à Paris, nuit debout, mais est-ce que je serai pour autant avec d'autres personnes qui, ailleurs, luttent contre les mêmes formes d'isolement et de fractures sociales, numériques, économiques, politiques, culturelles, religieuses, etc. etc. Donc, l'idéal de l'être ensemble et l'idéal de faire lien sont pour moi deux idéaux qui témoignent d'un affaiblissement du politique dans la cité. Donc il nous faut réactiver le politique au sens noble du terme, car c'est le politique qui crée la dissension, qui crée les tensions, qui crée aussi les associations et les combinaisons heureuses de destinée. Et pour ça, évidemment, il nous faut un cadre de vie qui soit propice à ça. D'où l'importance, bien sûr, de la forme des villes, de la forme des villages, de l'organisation territoriale. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se mégalopolise. Alors nous, en Europe, on est mal placés parce que nous n'avons, mais c'est déjà à mon avis beaucoup trop, mais nous n'avons que 3 mégalopoles, Londres, Paris et Madrid. Après, on a d'autres villes, mais elles sont millionnaires, ou elles ont 2-3 millions d'habitants sur des superficies excessivement importantes comme Berlin. Donc ça n'a pas le même impact que les mégacités qu'on va voir en Amérique latine, qu'on va voir en Asie, etc., ou en Afrique noire. Donc cette question de la taille est pour moi décisive. La taille, donc j'appelle à la décroissance des mégalopoles, non pas pour les casser et en faire des villages, c'est simplement parce que j'ai constaté qu'on ne peut créer qu'on ne peut favoriser l'aspect relationnel de l'être humain qu'à une certaine échelle.
Et on ne peut pas avoir 10 milliards d'amis, comme nous le prétend Facebook. D'abord, on n'est pas encore 10 milliards, mais on va bientôt l'être, et ce n'est pas possible. Il y a un très très beau livre d'une chercheuse américaine qui s'appelle Sherry Turkle, qui s'appelle « Seul ensemble ». Et elle analyse depuis 30 ans les effets du cellulaire, les effets d'Internet, les effets de Facebook sur une population d'adolescents. Et le titre, évidemment, est quelque chose qui a la forme d'un oxymore. Seul ensemble, ça veut dire que j'ai la velléité de faire groupe, de faire club, de faire regroupement, et puis en même temps, je suis tout seul. Et alors elle donne des exemples très très connus maintenant de gens qui annoncent à 150 000 amis de leur réseau que demain à telle heure, je vais me suicider, et personne évidemment ne l'empêche de le faire. Bon. Donc on voit bien à quel point on est dans des situations paradoxales, évidemment. Alors l'être humain, il a 3 qualités fondamentales, c'est d'être situationnel, d'être relationnel et d'être sensoriel. Je ne vais pas les développer les 3, mais on voit bien qu'elles sont entremêlées. C'est-à-dire que je ne peux être vraiment relationnel, c'est-à-dire que je ne suis un être de la communication que parce que j'ai une langue, et c'est parce que j'habite ma langue que j'habite la terre, que je peux nommer, que je peux désigner, que je peux poétiser. Et de l'autre côté, je suis relationnel parce que je suis aussi situationnel. Je ne suis pas hors sol. Je suis dans un endroit particulier, là où je vais intimement m'engager à valoriser un lieu. Je suis topophile, je suis un ami du lieu, et c'est pour ça que je vais prendre en main l'embellissement de mon cadre de vie. J'évite d'utiliser le mot urbanisme, qui pour moi est devenu toxique, mais je l'ai compris que récemment. Longtemps, je l'utilisais, j'ai même enseigné l'Institut d'urbanisme de Paris, et j'ai dirigé la revue Urbanisme. Donc, mais ce mot me gêne maintenant parce que pour moi, il correspond au moment occidental de la fabrication productiviste de la ville. Le mot n'existait pas avant Cerda, avant Camille Ossite, avant des tas d'autres auteurs. Et ces auteurs-là inventent ce terme parce que la ville change. Elle change radicalement puisqu'elle devient une ville des flux, une ville de la circulation de tout. Et à partir de là, évidemment, la règle de la maximisation de ces interrelations est quelque chose qui va favoriser, bien sûr, une certaine forme urbaine, une forme urbaine qui permet la ségrégation, qui permet justement la fermeture, qui permet ce qu'on a appelé le zonage. Pour moi, la ville, si je dois la définir, et je terminerai là-dessus, il y a 3 qualités. La ville est le lieu de l'urbanité, c'est-à-dire de la relation amicale, de l'hospitalité, si vous voulez. Elle est aussi le lieu de la diversité. Pour qu'il y ait de la ville, il faut qu'il y ait de la diversité générationnelle, de la diversité culturelle, de la diversité des activités économiques, des origines ethniques des gens, des vêtements, des gastronomies, etc., des langues, et puis le dernier point, l'altérité. Et l'altérité, c'est la relation à cet autre, à nous-mêmes inconnu, et vraisemblablement inconnaissable, qui est la nature, qui est la rivière, l'arbre, l'oiseau, etc.